Nous aimons croire que la loi traite un enfant différemment d'un adulte. Mais pendant des décennies, le système judiciaire américain s'est appuyé sur une série de failles juridiques qui permettaient de condamner à mort des enfants dès l'âge de 14 ans, parfois lors de procès si rapides qu'ils duraient à peine plus longtemps qu'une pause déjeuner. En 1989, la Cour suprême a même statué qu'exécuter un jeune de 16 ans était parfaitement légal, créant ainsi une zone grise juridique où être un enfant n'offrait aucune protection contre la peine capitale. Ce ne sont pas seulement des histoires tragiques. Voici les 10 zones d'ombre juridiques les plus troublantes qui ont conduit des enfants dans le couloir de la mort. Numéro 10. Douglas Christopher Thomas n'avait que 17 ans lorsqu'il a tiré et tué les parents de sa petite amie de 14 ans, Jessica Wiseman. C'était un crime terrible, mais lors du procès, plusieurs témoins ont affirmé que Jessica était le cerveau de l'affaire. Chris était simplement sous l'influence de sa maturité précoce et de son caractère dominateur. Même le juge d'une cour d'appel a reconnu que le dossier soutient fortement la conclusion que c'est Jessica Wiseman qui voulait que ses parents soient tués et qui a poussé Thomas à exécuter ses souhaits. Le dossier révélait que Chris avait renoncé à ses droits Miranda, tandis qu'un psychiatre affirmait qu'il était immature et incapable de prendre des décisions d'adulte. On soupçonne aussi que sa confession, obtenue sans avocat, aurait pu être forcée sous pression. Qu'un enfant puisse être interrogé sans avocat alors que Chris était sous l'effet de drogues et d'alcool révèle une faille du système. Mais malgré ces détails, et une enfance marquée par le traumatisme, il a été condamné à mort. L'affaire a soulevé des inquiétudes mondiales, des institutions de défense des droits humains, qualifiant les États-Unis de paria, un pays développé, ne respectant pas les traités ni les conventions de l'ONU sur l'exécution des enfants. Les seuls autres pays qui le font sont l'Iran, le Nigeria, le Pakistan, l'Arabie Saoudite et le Yémen. Jessica Wiseman, l'instigatrice présumée du crime, a été libérée d'un centre de détention après seulement 7 ans, à l'âge de 21 ans. Le juge d'origine, le procureur du Commonwealth, les experts en santé mentale et les proches de la victime ne voulaient pas l'exécution. Mais à cause de ce que les militants ont qualifié de malheureuse négligence dans les détails juridiques, l'État de Virginie a administré une injection létale dans les veines de Chris, le 10 janvier 2000. Il avait 26 ans. Quelques années plus tard, la Cour suprême allait juger que tuer quelqu'un comme Chris était cruel et inhabituel. Quant à la peine clémente infligée au cerveau de l'affaire, Chris n'a jamais été amer, mais avant de mourir, il a dit « J'étais juste au-dessus de la limite, elle juste en dessous ». C'est ce qu'on appelle un effet de seuil juridique. Numéro 9. Jusqu'en 2005, 22 Américains, qui ont commis leurs crimes avant l'âge de 18 ans, donc légalement des enfants, ont été exécutés. Tous des hommes, tous originaires du Sud ou du Midwest, et tous âgés de 17 ans sauf un. Il s'appelait Sean Sellers. Le 8 septembre 1985, Sean avait 16 ans lorsqu'il a tiré et tué Robert Bauer, un employé de supérette de 36 ans à Oklahoma City. Bauer avait refusé de servir Sean et son ami Richard Howard Beer. Alors ils l'ont exécuté. Mais ce n'était pas tout. Howard dira plus tard que Sean lui avait confié avoir tiré juste parce qu'il voulait, je cite, « savoir ce que ça fait de tuer quelqu'un ». Alors que le meurtre faisait encore l'objet d'une enquête, Sean a tué sa mère, Vonda. Après une dispute au sujet d'une fille, il a versé du poison pour rat dans sa tasse de café. N'ayant pas obtenu les résultats attendus, il a élaboré un plan. Le 5 mars 1986, vêtu uniquement de ses sous-vêtements pour ne pas se tacher de sang, il s'est faufilé dans la chambre de sa mère pendant qu'elle dormait. Il a tiré sur son beau-père, Richard, en premier. Sa mère s'est réveillée, et avant qu'elle parle, il lui a tiré dessus. Pensant que la police croirait à une intrusion à domicile, Sean a quitté la maison et s'est rendu chez Howard, où il a avoué ce qu'il avait fait. Pour son témoignage, Howard n'a écopé que de 5 ans, avec sursis pour le meurtre de Bauer. Mais ce n'était pas qu'une affaire de triple meurtre. Les États-Unis vivaient une panique satanique. Presque chaque jour, les Américains entendèrent des récits de personnes poussées à des actes ignobles ou étranges par Lucifer et son armée de démons, Sean compris. Sa défense a soutenu qu'il était devenu accro au jeu Donjons et Dragons, un jeu que les médias associaient à tort à des actes maléfiques. Sean lui-même a témoigné qu'il était un sataniste pratiquant qui avait agi sous l'emprise d'une possession démoniaque. Il a librement admis avoir lu la Bible satanique d'Anton LaVey des centaines de fois dans les mois précédant les meurtres. Ce n'était pas une époque de raison, mais pour le jury, les histoires sur l'influence maléfique de Satan sur l'esprit de Sean n'atténuaient en rien le fait qu'il avait assassiné 3 personnes de sang-froid. Vous, et vous seul, avez le pouvoir d'empêcher Sean Sellers de tuer à nouveau, a affirmé le procureur dans sa déclaration finale au jury. L'âge de Sean n'a même pas été pris en compte.
Le jury a rejeté le témoignage d'experts sur les différences développementales entre enfants et adultes. L'accusation a veillé à ce qu'il soit traité comme un homme. Il n'a que 17 ans, a grogné le procureur. Mais quand il a pris ce 357, il est devenu un homme. Et quand il a pris ce 44 spécial, il est redevenu un homme. Il a agi comme un homme. Il va devoir se tenir ici comme un homme. La loi de l'État à l'époque n'offrait pas au jury la possibilité de prononcer une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Donc, la seule solution pour empêcher ce gamin dément, satanisé, de tuer à nouveau était de le condamner à mort. Le juge a refusé le témoignage d'experts prouvant que Sean aurait purgé au moins 15 ans, alors que les médias affirmaient qu'il sortirait au bout de la moitié de ce temps. Au fil des années, Sean a fait appel de sa condamnation à mort. Il était devenu une véritable sensation. Il a été présenté chez Oprah, chez Geraldo, et dans des documentaires sur les tueurs en série et les satanistes. En 1992, il a reçu un diagnostic de troubles de la personnalité multiple, et des scanners ont montré des lésions cérébrales dues à un accident dans son enfance. Alors qu'il faisait la une, et que sa condamnation à mort inquiétait les militants du monde entier, les États-Unis étaient saisis d'une nouvelle panique morale, les super prédateurs. Des experts parlèrent d'une nouvelle génération de jeunes délinquants, comme sortis du roman et du film Orange Mécanique. C'étaient des jeunes radicalement impulsifs, brutalement sans remords, qui n'avaient absolument aucun respect pour la vie humaine. Cela n'affectait pas directement l'affaire de Sean, mais quand ces recours n'ont rien donné, le climat politique était marqué par la peur de jeunes prédateurs dangereux. Malgré les protestations des organisations mondiales de défense des droits de l'homme, ce n'était pas une époque prête à faire preuve de clémence. Et c'est dans ce climat de tolérance zéro que Sean a pris son dernier repas le 4 février 1999. Des rouleaux de printemps, sauce aigre douce, et des crevettes frites en beignets. Certaines de ses dernières paroles étaient glaçantes. Tous ceux qui me détestent et viennent me voir mourir demain matin, vous ne vous sentirez pas différent. Pendant que les produits de l'injection létale circulèrent dans ses veines, il chantait des chants chrétiens et tout devint noir. Comment les États ont-ils pu autoriser l'exécution d'un jeune de 16 ans? La réponse est venue de la plus haute cour du pays. Numéro 8. Le 7 janvier 1981, 2 hommes sont entrés dans la station-service où Barbel Pour, âgée de 20 ans, travaillait comme pompiste. Barbel avait chez elle un bébé de 10 mois et travaillait pour économiser de l'argent afin d'aller à l'université et offrir une vie meilleure à son enfant. Mais tout cela a changé lorsqu'elle a eu la profonde malchance de croiser Kevin Stanford, âgé de 17 ans et 4 mois, et son ami David Buchanan, 16 ans. Un troisième homme, Troy Johnson, attendait dans la voiture. Sous la menace d'une arme, ils l'ont forcée à entrer et l'ont soumise à au moins 45 minutes de torture. Après son calvaire, les hommes ont utilisé sa voiture pour l'emmener dans un lieu isolé pour une dernière cigarette, puis l'ont tué d'une balle au visage et une à l'arrière de la tête. Ils l'ont laissé nu à l'arrière, puis sont revenus à la station-service pour voler environ 300 cartouches de cigarettes de l'essence et un peu d'argent. Les garçons ont été arrêtés peu après qu'un d'eux a tenté de vendre les objets volés. En 1982, Kevin a été condamné à mort pour sodomie au premier degré, vol au premier degré et recel de biens volés. David a été condamné à perpétuité et Troy à plusieurs mois dans un centre pour mineurs. Voici une question. Si 2 personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par 2 mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses, sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs.
Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. Kevin était mineur, mais la Cour suprême du Kentucky a rejeté la demande de son avocat invoquant un droit constitutionnel à un traitement. La Cour a statué que le dossier démontrait clairement que, je cite, « Il n'existait aucun programme ou traitement approprié pour l'appelant dans le système de justice pour mineurs. » Dans une décision historique, la Cour suprême des États-Unis a statué que l'exécution de délinquants pour des crimes commis à l'âge de 16 ou 17 ans ne violait pas les normes contemporaines de décence. Cela signifiait que l'interdiction des peines cruelles et inhabituelles du 8e amendement ne s'appliquait pas. La Cour a affirmé que l'Amérique avait évolué au point où exécuter des mineurs était jugé acceptable. La décision a effectivement légalisé l'exécution de délinquants de 16 et 17 ans dans tout le pays, et à cause de cela, 19 mineurs délinquants ont été exécutés. Kevin a fait appel de sa peine. Des organisations internationales de défense des droits de l'homme ont noté que son avocat avait failli à sa défense en ne présentant aucune preuve atténuante lors du procès. Y compris ce qu'Amnesty International a décrit comme un passé d'abus physiques durant l'enfance, de négligence, de pauvreté et d'exposition à la violence. Dans ce qui fut une période de purgatoire juridique aux États-Unis, sur les 19 délinquants qui ont été exécutés après la décision, l'ironie était que Kevin n'en faisait pas partie. Le gouverneur du Kentucky, Paul E. Patton, a refusé de signer le mandat d'exécution et a commu en 2003 la peine de Kevin en réclusion à perpétuité. Mais la Cour suprême n'a pas inventé le fait de tuer légalement des enfants. Elle a hérité de ce précédent établi avant même l'existence des États-Unis. Numéro 7. Le précédent de juger les enfants comme des adultes date du Nouveau Monde, où des gens étaient pendus dans la colonie de Plymouth. Thomas Granger, un jeune Anglais, fut envoyé dans les colonies comme serviteur sous contrat auprès d'une famille aisée. D'après les archives du tribunal du 7 septembre 1642, il a été reconnu coupable. Granger n'avait que 17 ans, mais en Virginie, colonie anglaise, aucune loi ne distinguait enfants et adultes. Les colons battaient et fouettaient souvent leurs jeunes serviteurs, fuyant le travail forcé à la plantation. Jetés en prison, ils restaient avec les délinquants adultes. Lorsque les jeunes serviteurs blancs et noirs s'enfuyaient ou prenaient la parole sans y être autorisés, ils étaient fouettés ou marqués au fer avec les mêmes outils que ceux utilisés sur les adultes. L'âge n'avait aucune importance. Après la formation des colonies aux États-Unis, les législateurs ont instauré des protections contre les peines cruelles et inhabituelles, mais la loi distinguait peu entre cerveau adulte et enfants de plus de 7 ans. Numéro 6. Fortune Ferguson Jr. n'avait que 16 ans lorsqu'en 1927, il est devenu la première personne à mourir sur la nouvelle chaise électrique de Floride. 3 ans plus tôt, à l'âge de 13 ans, un tribunal du comté d'Alachua l'a condamné pour ce qu'il a qualifié d'agression criminelle contre une jeune fille blanche. Il a fallu moins de 24 heures pour le condamner. Le 1er janvier 1926, l'Orlando Sentinel a déclaré que la condamnation de Ferguson avait été reconnue comme la plus rapide jamais enregistrée dans le comté d'Alachua, voire dans tout l'État. Le jeune garçon a été emmené à la chambre d'exécution de la prison de Rayford, où le nouvel appareil d'exécution l'attendait. Attaché et prêt à mourir, il attendait quand la sonnerie d'un téléphone interrompit le silence. C'était un juge du tribunal de circuit. Le condamné avait obtenu un sursis. Le Tampa Tribune a averti que ce sursis avait ravivé la menace habituelle de lynchage. Le journal disait que les retards judiciaires favorisaient la justice de la foule. Les sources divergent sur certains détails, notamment l'âge exact de Fortune. Mais une chose est certaine, il a été exécuté. Le 18 septembre, la presse écrivit qu'un certain Fortune Ferguson entrerait dans l'histoire comme le testeur de la nouvelle chaise électrique à la prison d'État de Rayford. Le journal en a même plaisanté, disant que la chaise avait désormais la fortune de prendre sa première sieste. Même au début du XXe siècle, la loi aux États-Unis présumait que toute personne de plus de 7 ans était capable d'avoir une intention criminelle. Si les procureurs convainquèrent le tribunal qu'un enfant de 7 à 14 ans distinguait le bien du mal, il pouvait être jugé comme un adulte. Après 14 ans, les protections de l'enfance cessaient. Ce n'était pas tant une faille dans la loi qu'une preuve que le concept moderne des droits de l'enfant existait à peine. Mais que se passe-t-il lorsque l'exécution elle-même connaît une défaillance ? Numéro 5. Willie Francis n'a pas été exécuté une fois, mais 2 fois. En 1945, à l'âge de 16 ans, il a été reconnu coupable du meurtre d'Andrew Thomas, un pharmacien de Saint-Martinville, en Louisiane. La question de savoir s'il a tiré sur Thomas a été débattue au fil des ans. Il a avoué puis s'est rétracté. Ses avocats commis d'office n'ont jamais contesté la validité de ses aveux devant le tribunal, ni appelé de témoins ou formulé d'objections. Ils ne l'ont pas défendu, mais ce n'est pas pour cela que son crime est entré dans l'histoire.
Lorsque l'État a tenté de l'exécuter à la prison de Saint-Martinville en Louisiane en mai 1946, on pense que le gardien qui a installé l'appareil était ivre. La chaise électrique, ce brancard macabre, n'a pas rempli son rôle. Le bourreau a dit « Au revoir, Willy », puis a actionné l'interrupteur. Willy s'est mis à trembler, à convulser, tandis que les témoins reculaient d'horreur. Mais alors le shérif a marmonné « Ce n'est pas normal ». Soudain, derrière sa cagoule en cuir, Willy a crié « Enlevez-la, enlevez-la, laissez-moi respirer ». Dans la confusion, le bourreau a crié « Tu n'es pas censé respirer, garçon ». Il a administré une seconde décharge à Willy, et cette fois Willy a crié « Je ne meurs pas ». Travail bâclé, erreur douloureuse. La presse a alors titré « Le chanceux Willy Francis, l'homme qui a défié la chaise électrique ». Pour l'avocat Bertrand Deblon, ce n'était pas une simple erreur, mais un acte illégal selon la Constitution des États-Unis. Il a saisi la Cour suprême, affirmant que les droits de Willy, protégés par les 5e, 8e et 14e amendements, avaient été violés concernant l'égalité devant la loi, le fait d'être jugé 2 fois pour les mêmes faits, et les peines cruelles et inhabituelles. Estimant la condamnation initiale entachée de failles, Bertrand Deblon souhaitait l'annuler. Le 9 mai 1947, Willy est retourné sur la chaise électrique, et cette fois, elle a fait son travail. L'affaire est un exemple du pire cauchemar possible. L'État exigeant une nouvelle tentative pour ôter la vie à un enfant. Une faille non inscrite dans les mots de la loi, mais dans la machine elle-même. Numéro 4. Au début des années 1920, à Pueblo, Colorado, les enseignants de l'école primaire ont signalé à ses parents que Joe Haredi avait des difficultés et ne suivait pas. Il n'était pas capable de lire ou d'écrire, d'additionner ou de soustraire. Il pouvait à peine formuler une phrase ou se faire des amis, préférant plutôt passer ses heures libres à errer dans la ville en faisant des pâtés de boue. En 1936, à l'âge de 21 ans, Joe aurait prétendument pénétré par effraction dans une maison et frappé Dorothy Drine, âgée de 15 ans, ainsi que sa sœur Barbara, âgée de 12 ans, avec le côté émoussé d'une hachette. Dorothy est morte et Barbara a passé 1 semaine dans le coma. C'était un crime odieux. La police était sous forte pression pour résoudre l'affaire, et c'est à ce moment-là qu'ils ont trouvé Joe, et sans la présence d'un avocat, ont interrogé ce jeune homme à l'esprit simple. Le 27 août 1936, le journal Reading Eagle a publié le titre suivant « Un jeune avoue avoir attaqué des filles ». Cela a été un choc pour le chef de la police de Pueblo, Arthur Grady, qui avait déjà un homme en prison, Frank Aguilar. Il a admis avoir frappé la tête des filles après qu'une hache ait été trouvée chez lui, et on a appris qu'il avait travaillé pour leur père. Un journal local a publié le titre. Aguilar dit avoir tué l'enfant Dren, avec des détails sur le fait que les longues confessions écrites de Joe n'étaient pas signées d'une signature, mais d'un X. À part ce symbole solitaire, il n'y avait aucune preuve pour corroborer sa culpabilité. Aucun témoin, aucune preuve matérielle, aucune transcription de sa prétendue confession. Pourtant, la police affirmait que Joe était avec Aguilar lors du massacre des filles. Or, ils ne se connaissaient pas et n'avaient jamais été vus ensemble. Aguilar avait d'abord affirmé être seul ce jour-là, puis a changé sa version. Il a été condamné et exécuté, mais tuer Joe s'est révélé plus complexe. 3 psychiatres d'État ont témoigné que Joe avait un QI de 46. Les psychiatres ont affirmé qu'il ne distinguait pas le bien du mal, et ne pouvait donc agir avec intention criminelle. L'État pouvait-il exécuter un homme vivant comme un enfant, sans doute forcé d'avouer? C'était la question que tous se posaient. Surtout depuis que Barbara était sortie du coma. Frank Aguilar, a-t-elle dit, c'est lui qui l'avait attaquée. Elle et sa sœur. Elle n'avait jamais vu Joe Haredi. Pourtant, Joe a été condamné à mort dans la chambre à gaz. Une majorité du public demandait une exonération, tandis que Joe jouait avec un train à remonter dans le couloir de la mort, semblant ignorer la gravité de sa situation. Il semblait savoir qu'il allait mourir. Selon la presse, il a dit à son voisin de cellule qu'il pourrait avoir son train à son départ. Le jour venu, l'aumônier a dit que Joe l'a juste regardé d'un air perplexe. Il est entré dans la chambre à gaz, un sourire nerveux au visage, toujours confus alors que le cyanure diffusait son brouillard toxique. Le 7 janvier 1939, le St. Petersburg Times a publié un titre disant « L'homme le plus heureux du couloir de la mort meurt ». Il n'était pas heureux. Il était en fait comme un enfant ignorant que de nombreux adultes en colère voulaient sa mort. Joe n'a obtenu justice qu'en 2011, lorsque le gouverneur du Colorado, Bill Ritter, lui a accordé une grâce. Il a affirmé qu'une condamnation tragique reposait sur de faux aveux forcés d'un homme handicapé mental, et que le gouvernement avait tué un garçon à cause de la corruption policière. Si la capacité mentale n'importait pas, l'âge avait-il un seuil minimum absolu? La réponse à cette question est dévastatrice. Troisièmement, 1872 Fort Gibson, dans ce qui est aujourd'hui le comté de Muskogee, en Oklahoma. William Feigl, un ressortissant suédois,
a été vu entrant dans un magasin local pour acheter des marchandises. La prochaine fois que quelqu'un l'a vu, il était mort, abattu de 6 balles, la tête écrasée avec une pierre. Quelqu'un lui avait volé son argent et ses bottes. On ignore quelles preuves ont été utilisées, mais 2 hommes, James R. Sheehan et William Parchmill, membres de la nation Cherokee, seront condamnés pour le meurtre. James a été arrêté 13 ans plus tard, en 1885 par un marshal adjoint américain nommé Andrews. Il a d'abord nié le meurtre, puis s'est évadé de prison par la suite. William Parchmill, qui était également suspect, servait comme simple soldat dans la compagnie C du 2e Indian Home Guard, infanterie du Kansas. Il a finalement été arrêté lui aussi. Son âge n'est pas mentionné dans les documents restants, mais l'âge de son complice présumé allait marquer l'histoire. Il n'avait que 10 ans au moment du meurtre, un enfant, un gamin qui affirmait qu'il était à une partie de cartes lorsque William lui avait dit de sortir. Lorsqu'ils ont aperçu Fagel, William lui aurait remis un pistolet en disant « Tire-lui dessus ». James a ensuite accepté son destin, et le 26 juin, lui et William furent pendus à Fort Smith, Arkansas. L'homme qui les avait condamnés, le juge fédéral Isaac Parker, était tristement célèbre. Connu sous le nom de « juge de la potence », il supervisa 77 autres exécutions dans un territoire qu'il affirmait rendre sûr. Durant sa carrière, il a condamné à mort 160 personnes, dont 4 femmes, mais seulement 79 ont été pendues. De tels cas extrêmes sont enfouis dans l'histoire, mais le vide juridique concernant l'exécution d'enfants n'a jamais vraiment disparu. En 2005, il a simplement pris une autre forme. Deuxièmement, dans une décision historique de 2005, la Cour suprême a déterminé que l'exécution de personnes pour des crimes commis avant l'âge de 18 ans violait l'interdiction du 8e amendement contre les peines cruelles et inhabituelles. L'affaire qui a provoqué ce changement remonte à 1993, lorsque Christopher Simmons, âgé de 17 ans, a persuadé 2 de ses amis plus jeunes de se joindre à lui pour commettre ce qui ne peut être considéré que comme une entreprise révoltante. À l'époque, il se vantait de pouvoir commettre un meurtre sans être puni parce qu'il était encore techniquement un enfant. Et il a mis sa théorie à l'épreuve lorsqu'il a pénétré dans la maison de Shirley Crook, âgée de 46 ans dans le Missouri. Après lui avoir bâillonné la bouche et lié les mains, il l'a emmené sur un pont et jeté dans la rivière Merrimack. C'était terrifiant, et le tribunal a appris que Christopher avait tout préparé. Le juge Anthony Kennedy a jugé que les enfants n'étaient pas des adultes, et que les condamner à mort était une punition disproportionnée. Cette décision, appelée Roper contre Simmons, a annulé les peines de mort de 72 personnes qui avaient commis un meurtre avant l'âge de 18 ans. Au Texas, où il y a le plus de mineurs dans le couloir de la mort, 29 délinquants juvéniles ont rejoint la population carcérale générale. En Alabama, 14 ont vu leur peine commuée. Ils n'allaient plus être exécutés par l'État, mais ils allaient tout de même mourir en prison. Ils ont reçu la réclusion à perpétuité sans libération conditionnelle pour mineurs, aussi appelée jail whoop, avant 2012 environ. 2900 détenus, ayant commis des crimes alors qu'ils étaient enfants, se sont vus dire qu'ils passeraient chaque jour de leur vie derrière les barreaux. Cela a partiellement changé cette année-là avec ce qu'on appelle l'arrêt Miller v. Alabama. La décision était basée sur 2 affaires. L'une concernait Contrell Jackson, âgé de 14 ans, qui en 1999 se trouvait simplement avec un autre garçon lorsque ce dernier a tiré et tué un employé dans un vidéoclub. La règle de responsabilité par complicité considérait que le simple fait d'être présent suffisait à justifier une perpétuité sans libération conditionnelle pour mineurs. L'autre affaire impliquait Evan Miller, 14 ans en Alabama, qui, avec un ami, a frappé Cole Cannon, 52 ans, avec une batte de baseball avant d'incendier sa caravane alors qu'il s'y trouvait, le laissant presque mort. Les plus hautes juridictions de l'Alabama et de l'Arkansas ont confirmé les peines, mais la Cour suprême a annulé, jugeant qu'une telle punition est illégale selon le 8e amendement. La loi était censée avoir évolué. Aucune réclusion à perpétuité sans libération possible pour les mineurs, quelle que soit la gravité du crime. Les États-Unis rejoignaient ainsi les autres nations développées. Enfin, presque. À ce jour, seuls 27 États et le District de Columbia interdisent la perpétuité sans libération conditionnelle pour les moins de 18 ans. Dans 9 autres États, aucun jeune délinquant n'est condamné à perpétuité sans possibilité de libération. Selon le Sentencing Project, en 2023, près de 1500 personnes purgeaient une perpétuité sans libération conditionnelle au début de 2020. Certaines étaient très jeunes. Michael Hodge, âgé de 13 ans, était avec des amis lorsqu'un employé de magasin a été tué. Il n'est pas clair s'il a appuyé sur la gâchette ou s'il a fait de faux aveux, mais dans l'état actuel des choses, il ne sortira jamais de prison. Il n'est pas le seul. En 2007, l'Equal Justice Initiative a recensé au moins 73 enfants âgés de 13 ou 14 ans purgeant ce type de peine.
Les lois ont changé, mais ce trou noir judiciaire pour les enfants existe toujours. Alors, est-ce que quelque chose a vraiment changé ? Mais parmi tous les dysfonctionnements, failles et échecs institutionnels, aucun n'est plus terrifiant que lorsque le système décide de remplacer la justice par la précipitation à l'état pur. Premièrement, en 1944, deux filles, Betty June Benneker, 11 ans, et Mary Emma Thames, 8 ans, ont disparu à Alcolu, en Caroline du Sud. Elles ont ensuite été retrouvées sauvagement battues, avec un objet dur qui avait pénétré leur crâne. George Stinney, âgé de 14 ans, mesurant seulement 1,55 m et pesant entre 40 et 43 kg, a été arrêté. Il aurait emmené la police à l'endroit où il avait caché l'arme, un morceau de fer. Il n'a bénéficié d'aucune assistance juridique lorsqu'il a été laissé seul avec la police, ses parents ou ses proches, n'ayant même pas pu le voir, par crainte d'être lynché. La foule s'est rendue chez les Stinney, mais le père, déjà licencié, était parti craignant pour sa vie. L'avocat commis d'office de George était Charles Plowden, un homme qui ne voulait pas faire de vagues. Il se présentait à une élection locale. Il n'a pas contesté les policiers qui avaient obtenu les aveux, ni le fait que la confession avait évolué. Lors d'un procès qui n'a duré que 2h30, il n'a fait que très peu, voire aucune tentative pour présenter la moindre défense. George était seul dans un système qu'il ne comprenait pas, un système qui craignait que si personne ne payait pour ce crime horrible, une flambée de violence éclaterait. Dans le pays du racisme Jim Crow, avec plus d'1 millier de personnes en colère attendant devant le tribunal, un jury entièrement blanc a condamné George à mort. Aucun appel n'a été interjeté. Il n'existe aucune preuve écrite du procès. C'était l'Amérique, le pays de la liberté, et un enfant avait été condamné dans ce qui était essentiellement un simulacre de tribunal. Les églises noires et les défenseurs des droits de l'homme ont sollicité la clémence du gouverneur Olin D. Johnston. Sa réponse prit la forme d'une déclaration fondée sur ce qu'il disait que George lui aurait avoué, à savoir qu'il avait tué les filles. Pire encore, il aurait tenté d'abuser d'un des corps sans vie. Cette dernière partie n'a jamais été confirmée par une autopsie. On pense que cette déclaration n'était qu'une rumeur que Johnston avait entendue. Le jour de l'exécution, le 16 juin 1944 seulement, 84 jours après son arrestation, on dit que George a avoué environ 30 minutes avant d'être conduit à la salle d'exécution. Mais là encore, aucune trace de ces paroles n'existe. Les médias ont rapporté qu'il a dû s'asseoir sur une Bible et que son masque est tombé juste au moment où 2400 volts ont traversé son corps. Peut-être une rumeur pour cette partie, mais le reste est sûr. Après avoir répondu « Non, monsieur », à la question sur ces derniers mots, l'interrupteur a été actionné et il est mort peu après. On a dit qu'il était la plus jeune personne exécutée dans l'histoire moderne des États-Unis. Mais l'était-il vraiment ? La réponse courte est non, pas du tout. Dans d'autres cas, les autorités ont trouvé une faille, sinon dans la loi, du moins en évitant les considérations éthiques. Parce que les archives montrent qu'Irving Hatchett a été exécuté en 1910 en Floride. Il avait 14 ans lorsqu'il a tué une fille, et il a été exécuté peu de temps après. Selon l'État à l'époque, il avait 15 ans. Des chercheurs qui ont examiné les données du recensement ont découvert qu'il avait en réalité 14 ans. Lui aussi était passé de la condamnation à la mort en seulement quelques mois. L'État de Floride a également exécuté Nathaniel Walker, qui avait 14 ans lorsqu'il a tué une femme en 1941. Les deux garçons qui étaient avec lui avaient 15 ans, tous afro-américains, et tous ont été exécutés. Cette fois, la mort est survenue plus lentement, 2 à 3 ans après la condamnation, mais cela reste rapide selon les normes actuelles. George Stinney est peut-être le nom que tout le monde connaît, mais il fut l'un des rares garçons exécutés à 14 ans dans seulement quelques États. Peut-être par honte dans ces cas-là, l'État a délibérément falsifié l'âge et les journaux ont rassuré le public. Ce n'était pas tant une faille qu'une véritable tromperie. La peine de mort n'est pas seulement un verdict, c'est un processus qui s'étire dans le temps. Découvrez ce qui se passe après le verdict, jour après jour, jusqu'à la dernière marche, pour comprendre ce que l'on ressent lors d'une condamnation à mort, du début à l'exécution. Ou regardez ceci à la place.